Alors si je vous parle de dictateurs qui ont fait du communisme leur cheval de bataille, peut-être que là vous allez penser à Staline ou même Mao, et vous avez raison. Mais il y a un autre homme tout aussi sanguinaire qui s'est illustré dans la barbarie, et ça c'était dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais il est quand même moins connu que les autres alors que son parcours est abusé. Il s'agit de Pol Pot. Eh bien, rapprochez-vous mes bagarius soukous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de torture, de sang et de mort, mais aussi l'histoire d'actes inhumains qui ont débouché sur un véritable génocide. En fait, le nom de Pol Pot ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais si je vous disais qu'il est allé jusqu'à massacrer un quart de la population du Cambodge, mais en fait, comment cet homme, qui de base était un mauvais élève et qui n'avait aucune prédisposition à occuper un poste comme ça, a-t-il pu terminer aussi mal? Est-ce que certaines rencontres ont fait basculer son destin? D'ailleurs, quelle sorte de haine a pu le motiver à aller jusqu'à massacrer son propre peuple? Peut-être que vous avez déjà entendu parler des Khmers rouges. Eh bien, il se trouve que Pol Pot était leur chef, mais dans le plus grand des secrets. Comment a-t-il fait justement? Eh bien, nous allons voir ça dans cette vidéo. Mais avant, est-ce que déjà dès son enfance, vous pouvez avoir des indices qui ont mené à ce destin de dictateur sans aucune limite? Commençons par là, justement. Saloth Sar, de son vrai nom, il est né le 25 mai 1925 à Prex Bov, qui est situé dans la province de Kampong Thom. Alors tout ça, ça se trouve au Cambodge, mais également en Indochine. Alors je précise, je vais souvent vous montrer ce drapeau à l'écran, sauf que ça c'est le drapeau actuel du Cambodge. À l'époque, c'était pas le même. Parce que bon, déjà si le Cambodge existe depuis des millénaires, en fait son histoire va être mêlée à celle de la France à partir de 1863. Et là, le pays devient alors un protectorat français et il fait alors partie de l'Indochine française. En fait, c'est une région qui regroupe plusieurs pays, comme vous le voyez sur la carte. Et si le Cambodge, il est toujours le Cambodge de nos jours. Mais par contre, le Tonkin, l'Anman et la Cochinchine, eh bien, ils forment à l'époque le Vietnam d'aujourd'hui. Bon, du coup, ça fait quand même une sacrée liste de pays, en tout cas, et ça donne un petit peu des envies de voyage. Et justement, si vous voulez voyager de façon virtuelle, ce qui peut avoir énormément d'avantages, j'ai quelque chose pour vous, c'est CyberGhost VPN, qui nous accompagne pour la vidéo. En fait, leur service est utilisé par plus de 38 millions de personnes et recueille des milliers d'avis positifs partout dans le monde, donc des gens qui voyagent ou pas. C'est un service d'ailleurs que vous pouvez utiliser sur Windows, macOS, Android ou même iOS. Et ils utilisent 11 000 serveurs dans 100 pays différents pour modifier votre localisation virtuelle. CyberGhost VPN est parfait pour protéger votre vie privée en ligne et en plus, il va chiffrer votre connexion pour un maximum de sécurité et de discrétion. Et en parallèle, il y a aussi tout le côté divertissement qui est décuplé grâce à CyberGhost VPN. En fait, vous pouvez changer votre position virtuelle pour aller par exemple aux États-Unis ou même au Japon pour bénéficier par exemple de services de catalogue là-bas, par exemple sur Disney+, Netflix ou même Prime Video. Et dans le sens inverse, si un jour vous êtes à l'étranger, comme moi récemment qui était en Lettonie, vous pouvez utiliser CyberGhost VPN pour continuer à avoir accès au catalogue français. En fait, CyberGhost VPN chiffre votre connexion et empêche votre fournisseur d'accès ou même d'autres regards indiscrets de suivre ce que vous faites sur Internet, sur les sites sur lesquels vous vous baladez pour différentes raisons quoi. Ainsi, personne ne pourra savoir ce que vous faites en ligne, que vous soyez en France ou n'importe où dans le globe. Et même si vous allez au Cambodge pour voir les traces de Pol Pot, par exemple. D'ailleurs, avis aux amateurs, mais vous saviez, pendant quelques semaines, il y avait des sites pour adultes qui étaient bloqués en France, justement grâce à un VPN, vous pouviez contourner cette interdiction. Et bon, en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi faire bénéficier vos proches parce que avec un abonnement, vous pouvez avoir jusqu'à 7 appareils en même temps. Et bien entendu, protégé. En plus, je vous ai dégoté une offre en or. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description pour avoir un tarif de 2,03 € par mois et 4 mois offerts. Mais aussi une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours. Donc en tout cas, si vous voulez un super VPN, eh bien je peux que vous recommander CyberGhost VPN. Maintenant qu'on a posé quelques bases, sachez que Saloth Sar, donc le jeune Pol Pot, mais il s'appelle pas comme ça à ce moment-là, eh bien il voit le jour dans une famille qui est plutôt aisée pour l'époque. Son père, il possède des terres. Honnêtement, on sait pas grand-chose de son enfance. Juste que vers 5 ans, il file à Phnom Penh, et là où il habite alors avec son frère aîné, où il commence alors à suivre un enseignement français. Le problème, c'est que, eh bien notre petit Saloth Sar, c'est un élève assez médiocre et il n'arrive pas à réussir les sortes d'examens d'entrée au lycée. Il n'a à l'époque aucune ambition politique, aucune intention de prendre la tête de son pays, et il semble juste mener une vie à peu près normale d'ado quoi. On fait un petit saut dans le temps et là maintenant il a 24 ans et on est en 1949. Et cette année-là, lui et une vingtaine d'autres Cambodgiens ont une opportunité en or, filer en France pour faire des études. Et là c'est alors parti pour une longue traversée en bateau jusqu'à l'Hexagone. Bon, à la fin de l'année 49, là, Saloth Sar débarque à Paris et quelques mois plus tard, il s'inscrit à l'école française de radioélectricité. Et là, il étudie du coup tout ce qui concerne les techniques de communication qui servent des ondes électromagnétiques quoi. Mais bon, on va pas s'attarder sur ses études. En fait, ce qui nous intéresse, c'est plutôt son cercle d'amis, ses fréquentations ou même ses voyages. Parce qu'il se trouve que Saloth Sar, il s'intéresse un peu à la culture française. Mais il va quand même surtout rester avec ses compères cambodgiens, sans réellement vouloir s'intégrer à la France ni même à sa culture. Et d'ailleurs, lors de son premier été en Europe, il va
va aller faire un tour en Yougoslavie, ça faisait partie de l'URSS à ce moment-là. Et là, il va alors dans un premier temps sur place pour aider des travailleurs à construire un pont. Et là, il y a quand même des bonnes chances que tout ce petit passage du coup en URSS, ça a un peu aiguisé son intérêt pour le communisme, hein, parce que à ce moment-là, tout le bloc Est, ils étaient communistes. Et en effet, Salotsar, il s'intéresse à ce moment-là aux ouvrages de Karl Marx, ou même de Staline, ou même de Mao. Bon, là, il est tout content, et là, de retour à Paris, il rejoint alors le cercle marxiste que l'un de ses amis cambodgiens, qui s'appelle Leng Sari, eh bien, il a créé. Et là, au sein de ce groupe, qui est clandestin d'ailleurs, je précise, parce que du coup, c'est quand même mal vu en fait de faire ce genre de choses, alors que la France, elle est du côté des capitalistes et des Américains. Bon, là, du coup, en tout cas, dans ce cercle, on lit des textes de Marx, on apprend sa pensée, et on essaie d'en tirer le maximum. Car, de l'autre côté du globe, du coup, dans le Cambodge natal de Salotsar, c'est un peu le bordel. Là, Salotsar va alors commencer à publier différents papiers sur le communisme, et il rejoint également, avec ses compères, le Parti communiste français. Et c'est du coup à ce moment-là, si on en croit d'ailleurs les différents témoignages, que l'idée d'une révolution au Cambodge pour renverser le roi commence à germer. Là, les semaines et les mois continuent de passer, et à un moment, le cercle marxiste, dans lequel il décide d'envoyer l'un des leurs au Cambodge, histoire d'avoir un petit peu une réelle idée de ce qui se passe dans leur pays. Et surtout, quel groupe rebelle il faudrait soutenir pour prendre le pouvoir. Et il se trouve que l'heureux élu qui va retourner au Cambodge, c'est Salotsar. Là, à la fin de l'année 1952, Salotsar remonte à bord d'un bateau pour rentrer au Bercail. Donc là, le retour en bateau est laborieux, c'est compliqué, c'est long, mais il finit par rentrer et à ce moment-là, il a alors 27 ans. À partir de là, absolument personne ne pourrait se douter que le destin de Salotsar est sur le point de basculer. Alors le jour du retour de Salotsar au pays, le roi Norodom Sihanouk dissout l'Assemblée nationale et gouverne par décret. Et en même temps, comme il fait bien les choses, il va emprisonner les membres du Parlement. Mais en tout cas, Salotsar finit par considérer que le Viet Minh Khmer, qui est un groupe paramilitaire vietnamien et cambodgien, ce serait la meilleure option de résistance. Mais le problème, c'est qu'en allant au cœur du groupe paramilitaire, Salotsar, il remarque que le Viet Minh Khmer, il est dominé par des guerriers vietnamiens. Et je le rappelle, lui, il est cambodgien, et les Cambodgiens, là, dans ce groupe, ils sont relégué aux tâches secondaires. Et justement, lui de son côté, il doit s'occuper de la récolte du manioc et bosser à la cantine. Et en parallèle, et après des nouvelles tensions, le roi Sihanouk, il proclame l'indépendance du Cambodge en novembre 1953, qui n'est donc alors plus sous protectorat français. Bon, à partir de là, Salotsar, il décide de retourner à la capitale, où il entend bien essayer toujours de renverser le pouvoir, mais cette fois-ci, pas de manière violente, mais plutôt par les urnes. De manière un peu plus chill, un peu plus démocratique. À partir de là, lui et puis ses copains communistes, ils vont fonder alors un parti politique du nom de Prachechon. Le problème, c'est qu'il va se passer un truc imprévu, c'est que le roi Sihanouk, entre-temps, il va dire « Ok, je suis plus roi, et maintenant, je veux devenir Premier ministre ». En fait, le roi au pouvoir, il a dégagé tout son gouvernement pour s'autoprogrammer Premier ministre, histoire d'avoir les pleins pouvoirs. L'ancien roi va se présenter aux élections et il va les remporter en 1955, sauf qu'il va les remporter de manière un peu sale, du coup il va intimider tout le monde, il va avoir des fraudes généralisées, mais en tout cas, il va montrer au monde entier que, vous voyez, en fait c'est une démocratie, les gens m'ont élu démocratiquement, donc c'est ok, je peux rester au pouvoir. Alors bon, tout ça est bien mignon, mais sauf que Salotsar, lui, ça l'arrange pas parce qu'en fait, il se fait passer devant et là il se rend compte qu'en fait, il y a probablement plus aucun espoir de prendre le pouvoir de manière démocratique. Alors bon, entre-temps, parce que du coup, il faut quand même qu'il bosse et il faut quand même qu'il mange. Il va trouver un emploi comme enseignant dans une école privée de la capitale, même s'il n'a pas de diplôme pour. Au moins, voilà, il bosse. Et en parallèle, il va épouser une révolutionnaire communiste du nom de Khieu Ponari durant l'été 56. Mais dans l'ombre, Salotsar devient assez central dans son parti politique. Néanmoins, les relations avec leurs alliés vietnamiens, ils commencent un peu à se dégrader. Et pour Salotsar, ça c'est le moment parfait pour fonder un nouveau parti. C'est là où tout va aller beaucoup plus vite. Parce qu'en 1959, et alors qu'il a 34 ans, il participe à la création du Parti du Travail du Kampuchéa. Et là, évidemment, avec le Kampuchéa, c'est un parti secret et clandestin, au sein duquel Salotsar est le numéro 3, derrière les dénommés Samut et Myon Chea. Mais quelques temps plus tard, le chef du nouveau parti qui avait cofondé Salotsar, il est arrêté, torturé et tué. Comme ça, c'est réglé. Le numéro 1, à ce moment-là, il disparaît. Et alors, le numéro 2, il va préférer alors se retirer de la politique plutôt que prendre la place vacante pour éviter justement de terminer en chipolatin, on va dire. Et donc, là, vous l'avez compris, Salotsar devient alors le numéro 1 du parti. Et ça tombe bien puisque à ce moment-là, son nouveau parti, il a le vent en poupe au Cambodge. En tout cas, plusieurs biographes s'accordent à dire qu'à partir de ce jour-là, Salotsar est devenu révolutionnaire à plein temps.
Sauf qu'il y a un truc important à savoir à ce moment-là. C'est que en URSS, Staline, entre-temps, il est mort et il y a un gars qui a pris sa place, vous le connaissez, c'est Khrouchtchev. Sauf que Khrouchtchev, il est beaucoup plus light et beaucoup plus cool, on va dire, que Staline. Et ça, c'est pas bien, en tout cas, selon Salotsar. En fait, Salotsar, il trouve que l'URSS est pas assez rouge à son goût, pas assez communiste. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose de bien rouge, ça veut dire mettre les paysans, tout ce qui n'est pas la ville, au centre de la révolution et surtout, se méfier du patronat. Et justement, on en arrive à notre premier secret. Parce que en novembre 1965, eh bien là, Salotsar, alors qu'il a 40 balais, il se rend à Pékin, où là, il va bénéficier du soutien de certains membres du Parti communiste chinois. Entre autres parce que eux, ils se méfient de Khrouchtchev aussi, qui n'est pas assez rouge également à leur goût. Et c'est à ce moment-là que Salotsar, il est formé, si on peut dire en fait, à la lutte des classes et à l'épuration politique. Et tout ça, c'est pour ça que c'est là, il le fait dans le plus grand des secrets. En fait, personne ne sait vraiment qu'il est là. Et là, une petite année plus tard, une fois de retour au Bercail, au Cambodge, eh bien, il va rebaptiser, toujours dans le secret, son parti politique avec ce nom, Parti communiste du Kampuchea. Et d'ailleurs, le PCK sera désigné sous le nom de Khmer rouge par Sihanouk, donc le fameux roi président. Même si le PCK ne préfère pas utiliser le terme de Khmer rouge. C'est plutôt l'ennemi qui utilise ce terme au début. Bon, à partir de là, les choses ont commencé à s'envenimer sérieusement. Parce que Salotsar, il est alors à la tête de son parti, qui regroupe, on sait pas trop, mais des milliers de membres. Là, il a été formé par les Chinois pour être un bon communiste bien rouge. Et à ce moment-là, c'est bon, le plan de bataille est finalisé à la fin de l'année. Et ce plan de bataille consiste tout simplement à déclencher une guerre civile très sanglante. Bon allez, c'est parti. Là, on est en janvier 68. Là, Salotsar, il a 43 ans. Et déjà, c'est via une attaque contre le poste militaire de Bay Damran, qui est au sud de Battambang. Et là, comme ils vont attaquer ce poste militaire, ça va permettre en fait à ces soldats de mieux s'équiper en armes, en les volant quoi. Sihanouk, eh bien, il va riposter immédiatement. Il va bombarder les zones où il y a des rebelles. Sauf qu'alors qu'il croyait régler le problème en faisant ça, ça va avoir l'effet totalement inverse. Parce que, au lieu que les gens soient pétrifiés par la peur, à imaginer d'être bombardés, en fait, les villageois des zones touchées vont décider de rejoindre Salotsar dans sa lutte. Ça va être à peu près 100 000 hommes qui vont alors être avec lui. La plupart du temps, c'est des paysans, c'est pas des soldats, donc ils savent pas se battre, mais ça fait beaucoup de gens. Bon, les mois passent et le PCK, donc le Parti communiste cambodgien, qu'on pourrait appeler aussi maintenant les Khmer rouges, ils ne cessent de voir leur rang gonfler encore et encore. En parallèle, Salotsar, il doit faire face à la schizophrénie paranoïaque chronique que commence à développer sa femme. Bon, passons un petit peu dans le temps, là ça fait 2 ans qu'on est en guerre civile et les choses continuent de dégénérer avec là l'apparition d'un nouveau protagoniste dans notre histoire et c'est Lon Nol, le premier ministre du pays. Et Lon Nol, c'est très simple, il a été mis au pouvoir par Sihanouk, donc le fameux roi président. Sihanouk ne s'attendait pas du tout, j'imagine, à ce que Lon Nol, il le destitue en faisant un coup d'état et qu'il prenne la tête du pays à sa place. Ce coup d'état est considéré comme un tournant dans la guerre civile cambodgienne quand même. Et comme Sihanouk, il est jarté de son trône par son premier ministre, il va faire un truc assez fou, il va s'allier au Khmer rouge de Salotsar. Alors oui, on est bien d'accord, il va s'allier à son ennemi, mais comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et là, c'est le cas, du coup, il s'allie à son ennemi pour essayer de reprendre peut-être le pouvoir. Bon, en tout cas, gardez un truc en tête, c'est qu'au Cambodge, à ce moment-là, c'est le bordel. Déjà, le gouvernement de Lon Nol, le gars qui a jarté donc le roi président, eh bien, il est aidé par les États-Unis. Parce que les États-Unis n'ont pas envie qu'en fait, les communistes prennent le pouvoir. C'est logique, parce qu'ils sont capitalistes. Et du coup, le gouvernement va bombarder les campements des Viet Cong et des Khmer rouges. Pour essayer un petit peu de les exterminer, évidemment. Mais dans l'autre camp, en arrière-plan, on a la Chine, qui est communiste à ce moment-là, et qui soutient les Khmer rouges. Pour faire en sorte que du coup, un régime communiste puisse arriver au pouvoir. C'est en tout cas à ce moment-là que Salotsar change officiellement de nom pour se faire appeler enfin Pol, puis Pol Pot peu de temps après. Bon, en tout cas, contrairement à des Staline ou des Mussolini, qui eux se mettent en avant et qui sont vraiment les boss du parti, Pol Pot, maintenant c'est son nom, eh bien lui, il reste vraiment toujours en retrait, toujours un peu caché. Il préfère rester dans l'ombre, mais contrôler et tirer les ficelles de tout ça. D'ailleurs, l'ancien roi président, Sihanouk, qui avait rejoint son parti, lui-même ne savait pas à quel point Salotsar / Pol Pot était haut dans la hiérarchie de son parti. Et justement, à partir de là, Pol Pot va passer à un nouveau cap dans son idéologie. Là, ça va quand même s'accélérer. Et du coup, comme les Khmer rouges, ils commencent à grappiller des terres petit à petit, il y a plein de zones qu'en fait, ils finissent par contrôler. Et justement, à partir de là, notre cher Pol Pot, il se met à interdire les jeux d'argent, l'alcool et les relations extra-conjugales dans plusieurs zones qui contrôlent du pays. Et il confisque en même temps tous les transports motorisés, ce type les motos, les mobylettes et compagnie. Mais il va aussi imposer de s'habiller comme des paysans pauvres, avec des vêtements noirs, des écharpes krama et des sandales faites de pneus. Et lui, bien entendu, il va s'habiller exactement de la même façon. Puis il va aussi ordonner la collectivisation
population des villages sous contrôle des Khmers rouges. Et en même temps, toute la nourriture qui est produite dans les champs et compagnie, bien ça revient aux Khmers rouges et c'est lui qui décide qui aura droit à quoi. Alors bien entendu, toute cette façon très communiste de voir les choses, ça plaît pas à tout le monde. Et il y aura quand même des milliers et des milliers de Cambodgiens qui vont commencer alors à fuir ce système qui les inquiète un petit peu pour ailleurs. Bon là, sur le plan militaire, les relations avec leurs voisins vietnamiens, qui étaient leurs alliés, je le rappelle, elles commencent à se tendre de plus en plus. Et là, Pol Pot, il va alors ordonner froidement l'exécution de beaucoup de Khmers rouges qui étaient jugés un peu trop proches des Viet. Et là, dans la foulée, ça y est, les Khmers rouges lancent leur premier assaut majeur sur la capitale, Phnom Penh. Alors leur premier assaut est pas suffisant pour prendre la ville, c'est quand même compliqué, ils ont beaucoup de pertes, il y a énormément de Khmers rouges qui meurent. Bon, après le camp ennemi aussi, du coup il y a beaucoup de pertes, il y a des massacres de tous les côtés. Et donc là Pol Pot il passe à la vitesse supérieure, il va commencer à bombarder la ville avec de l'artillerie lourde. Et je le rappelle, tout cet argent, toutes ces armes et tout, ils viennent pas mal des Chinois, communistes. Et bon, en tout cas au bout d'un moment, la fameuse phrase « à force de s'acharner, ça finit par passer », elle donne raison à Pol Pot. Parce qu'en 75, alors que Pol Pot il a 50 balais, le gouvernement en place, il finit par perdre de sa puissance et au printemps, ses troupes finissent par se rendre. Et là, ça y est, Pol Pot a réussi. Les Khmers rouges prennent possession de la ville. Et à cette occasion, d'ailleurs, ils exécutent environ 800 hauts dignitaires gouvernementaux. Bon, en tout cas, peu de temps après la prise de la capitale, les Khmers rouges annoncent son évacuation forcée sous prétexte d'un futur bombardement américain. Et du coup, ça va être 2,5 millions de personnes qui seront déplacées, dont aussi également du coup des personnes âgées et des malades qui étaient à l'hôpital. Ce qui fait que justement, durant tout cet exil, il y aura à peu près 20 000 personnes qui vont mourir. Et là, vous vous dites, oui, mais au moins, ça leur a évité le bombardement. Sauf que non, parce qu'en réalité, le fameux bombardement américain n'aura pas lieu. C'était un mensonge. En fait, c'était un mensonge de Pol Pot qui lui voulait qu'une seule chose, que la capitale se vide, de sorte à ce que toutes les personnes aillent dans les campagnes et qu'ils aillent bosser au champ pour pouvoir produire de la bouffe. Bon, en tout cas, à partir de là, mine de rien, Pol Pot est déjà responsable directement ou indirectement de plusieurs dizaines de milliers de morts. Et ça, ce n'est malheureusement que l'échauffement. 3 jours après la chute de la capitale, Pol Pot arrive secrètement dans la ville. Alors il s'installe d'abord à la gare, puis au ministère des Finances, qui devient alors le quartier général des Khmers rouges. Et là, leur priorité absolue, ça va être d'augmenter la production agricole du pays. Car, en fait, selon les mots de Pol Pot, l'agriculture est la clé de la construction de la nation et de la défense nationale. On arrive à notre deuxième secret, alors que là, Pol Pot arrive au pouvoir et qui commence à mettre une petite dictature en place, des familles. Sauf qu'il y a un truc qui est important pour lui, c'est de soigner ses relations internationales. Et déjà, pour apaiser les tensions avec leurs voisins, le Vietnam, Pol Pot se rend discrètement à Hanoï, et là il va leur proposer un traité d'amitié. Ensuite, et toujours dans le secret, il file à Pékin, en Chine, pour rencontrer Mao Tse-tung et Deng Xiaoping. Et là, Mao va lui donner un grand conseil, il lui dit de ne pas imiter bêtement les autres régimes communistes, comme par exemple l'URSS et tout. Et surtout, il lui conseille un truc qui peut paraître un peu bizarre, mais c'est de pas prendre de mesures trop hardcore. Mais malheureusement, pour Pol Pot, il va avoir du mal à suivre ses conseils, comme vous allez le voir. Bon, en tout cas, après qu'il ait reçu des soins médicaux en Chine, Pol Pot va faire un petit crochet par la Corée du Nord, et là, il va rencontrer Kim Il-sung, donc le boss de la Corée du Nord à ce moment-là, avant de revenir finalement au Cambodge. Et tout ça, évidemment, dans le plus grand des secrets. À partir de là, ça peut paraître assez fou, mais le contrôle du Parti communiste sur le Cambodge est assez secret. Et en vrai, les Khmers rouges acceptent de faire en sorte que Sihanouk, donc l'ancien roi président déchu, redevienne le chef nominal de l'État. Je m'explique parce que c'est un peu confus. Alors, qu'est-ce que c'est un chef nominal d'État ? En gros, c'est une marionnette, quoi. Il est là juste pour faire bonne figure, mais en vrai, c'est pas lui qui contrôle vraiment le pays. Bon, en tout cas, si par le passé, les forces militaires des Khmers rouges étaient divisées, à présent, elles sont intégrées dans une seule et même armée. À ce moment-là aussi, je le précise, mais Pol Pot décide d'interdire l'argent, la monnaie en circulation. Alors c'est un raccourci, mais grosso modo ça veut dire ça. Et ce qui fait qu'en fait il a plus besoin de payer en fait sa population, mais il la force quand même à travailler, notamment dans les champs. Il va même lui imposer un quota de production. Et si les gens sont pas d'accord avec cette méthodologie, il y aura des punitions et des exécutions. Et en effet, les milices Khmers rouges vont exécuter régulièrement les mauvais élèves. Et une fois qu'ils les ont abattus, ils vont alors faire un trou, ils vont les enterrer, et ça servira alors d'engrais pour le sol. Bon, à ce moment-là, Pol Pot instaure aussi un bon planning de travail. Ça va être 10 jours de travail avec 1 jour de repos. C'est en gros le week-end, pour eux. En même temps, la population va être matraquée de slogans sur le travail et le patriotisme et qui seront diffusés via des haut-parleurs et la radio. Et d'ailleurs, il faudra plus parler de jeu, mais à présent de nous. Bon, quelques mois après l'arrivée de Pol Pot au pouvoir, le pays prend alors le nom de Kampuchea
démocratique. Bon, ça veut dire le Cambodge démocratique, hein, voilà, littéralement. En parallèle, Sihanouk, donc le fameux roi président où on sait plus trop à quoi il sert, il est de plus en plus mal à l'aise avec le nouveau régime. Donc à un moment, il démissionne de son poste et du coup Pol Pot lui dit ok, pas de problème, c'est juste on va te garder dans ta résidence et tu n'auras pas le droit d'en sortir. Bon, à partir de là, comme Sihanouk il s'est barré, Pol Pot il en profite pour dire à tout le monde officiellement, de toute façon c'était pas lui en fait votre président, en réalité non, c'était moi depuis le début et c'était en fait mon organisation communiste. Et en réalité peu après il va même dire en fait ceux qui tiraient les ficelles depuis le début c'était nous, les Khmers rouges. Bon, à partir de là, toute la population elle est désignée sous le nom de Kampuchéen et la langue officielle deviendra le Khmer et toutes les minorités seront gentiment contraintes à l'assimilation culturelle forcée. Bon, à partir de là pour les habitants c'est de pire en pire, hein. Déjà les enfants de plus de 7 ans sont séparés de leurs parents pour vivre en communauté sous la direction d'instructeurs et surtout la production alimentaire diminue parce que les gens apparemment ils sont pas assez motivés, ils ont du mal en fait à produire tout ça, ils perdent du sens à leur travail, enfin il peut y avoir plein de choses qui font que du coup la production baisse. Sauf que cette production qui baisse, ça entraîne des pénuries dans les 3/4 du pays et qui dit pénurie dit famine. Et là, sans surprise, en fait, l'écart de niveau de vie entre les hauts dignitaires Khmer rouges et la plèbe, elle est énorme. Que ce soit à l'accès à la meilleure bouffe ou même aux soins médicaux. Bon, à peu près 1 an et demi après son règne, le bilan est pas très flatteur. Pol Pot n'a rien fait de vraiment très positif pour sa population. Cependant, personne n'a encore la moindre idée qu'on est à ce moment-là aux portes d'un génocide. Bon, à partir de 76, là, le régime, il va intensifier les purges internes. C'est-à-dire qu'il trouve qu'il y a trop de gens, en fait, qui ne pensent pas de manière très rouge. Et du coup, il y aura beaucoup de membres qui seront arrêtés, qui seront accusés aussi de conspiration avec le Vietnam, la CIA ou même le KGB. Là, Pol Pot obtiendra alors des aveux de leur part sous la torture. Et là, ces purges vont commencer à s'étendre alors dans tout le pays. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Il pète un plomb. Et dans un premier temps, il va annoncer avoir éliminé à peu près 5000 membres du parti. Mais dans un deuxième temps, il va mettre à mort des dizaines de milliers de personnes accusées d'être un peu trop proches, en fait, de leurs voisins vietnamiens. D'ailleurs, on estime qu'il y a à peu près 200 endroits dans le pays qui sont dédiés exclusivement à la torture. Et parmi ces 200 centres d'internement du Kampuchea démocratique, il y en a un qui sort malheureusement du lot et c'est la prison S21 de Phnom Penh. Pour commencer dans le mauvais goût, sachez que ce camp a été installé dans une ancienne école primaire, celle de Tuol Sleng. Et là, comme tout bon génocidaire qui se respecte, Pol Pot ne se salissait pas toujours lui-même les mains. Et du coup, dans cette ancienne école primaire, la S21, en fait, les horreurs perpétuées sont incarnées par l'un de ses lieutenants qui s'appelle Keng Giek Yeav, qui est plus connu sous le nom de Douche. Et justement, ce fameux Douche, qui est un ancien professeur de mathématiques, rien ne semblait le prédestiner à ça. Mais force est de constater qu'il a pris ça à cœur, peut-être d'ailleurs un peu trop même. À te garder, on ne gagne rien. À t'éliminer, on ne perd rien. On nous enseignait ces mots comme base de réflexion. D'ailleurs, personne ne le savait à ce moment-là, et ça a été découvert que des années plus tard. Mais Douche avait créé un véritable manuel de torture, à partir d'un simple cahier. Et les choses sont alors soigneusement écrites, parfois même soulignées, avec de belles marges. Et justement, dans ce manuel, chaque façon de torturer a droit à son petit chapitre. Et Douche décrit d'ailleurs qu'il faut presser, serrer, tenailler ou encore enfoncer différentes choses dans les détenus. On lui fait avaler 3 ou 4 cuillères de merde. Tard dans la nuit, on l'électrocute. Il divague, tout va bien. Puis il avoue en partie, comme indiqué ci-dessus. D'ailleurs, le tortionnaire a été très appliqué car, de ses propres mots, il a toujours été appliqué et rigoureux, quel que soit le travail. Donc là, il appliquait également ça aux horreurs qu'il commettait. Pour lui, son quotidien, c'était de longues journées, sans répit, à torturer des gens du matin jusqu'au soir, de 7h à minuit, encore et encore. Et du côté des détenus, là, on retrouve de tout. Des membres de l'ancien régime en place, des opposants au régime Khmer, ou encore même des personnes sur qui on a de simples doutes de rébellion. Vraiment, tout y passait. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ce sont des Cambodgiens ou même parfois des Vietnamiens. Donc que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, personne n'est épargné. Aussi et surtout, en fait, les détenus sont complètement déshumanisés, en étant par exemple appelés par des chiffres et pas par leur nom, ce qui rappellera du coup là les camps de concentration allemands. Mais en plus des exécutions, tous les prisonniers vont mourir de malnutrition, mais aussi de maladies en tout genre. Et d'ailleurs, il n'était pas rare pour les survivants de devoir manger à côté des cadavres qui n'étaient évacués là que le soir. Dans ma cellule, on devait être environ 20 à 30 enchaînés, mais ça pouvait monter jusqu'à 65. Dans cette pièce, on dormait, on mangeait, on faisait nos besoins, on ne pouvait rien faire sans permission et on n'était pas autorisé à bouger d'1 centimètre. Il y avait si peu à manger, un grand pot de gruau très clair distribué à 50 ou 60 d'entre nous. Ce qui fait qu'on avait droit à 2 ou 3 cuillères à café à 8h et 20h. La mort était constamment présente et les prisonniers décédaient les uns après les autres. Vers 22 ou 23h, on emportait les corps. On prenait nos repas à côté des cadavres, mais ça nous faisait rien parce qu'on était réduit à l'état d'animal. Alors ce témoignage-là, du coup, de Chom Mei est quand même
même très précieux, pour la bonne raison en fait que du coup c'est l'une des rares personnes qui est encore en vie aujourd'hui. D'ailleurs on estime que plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été tuées dans la prison S21 de Tuol Sleng, et qu'en vrai il n'y a eu que 7 survivants connus, dont seuls 2 sont encore parmi nous au moment où je réalise la vidéo. Bref, ce lieu avait de prison que le nom. En réalité, c'était plus un camp de torture et d'extermination. D'ailleurs, petit spoiler, mais le tortionnaire en chef, Douche, il finira quand même par se faire juger 20 ans plus tard. Il écopera alors de la prison à perpétuité, avec pour motif meurtre, torture, viol et crimes contre l'humanité. Et il finira alors par décéder, on va dire de vieillesse, en septembre 2020 à l'âge de 77 ans. Bon, en tout cas, si aujourd'hui vous allez au Cambodge, vous pourrez alors visiter ce lieu qui est entre-temps devenu un musée, qui est donc le musée du génocide d'une certaine manière. Mais bon, reprenons le fil de notre histoire. Car là, des dizaines de milliers de morts vont se transformer en centaines de milliers, puis en millions. Très rapidement. Puisque là, ça ne fait que 3 ans que Pol Pot a pris le pouvoir et le bilan est catastrophique. Parce qu'à partir de là, il est estimé qu'environ 1,8 million de Cambodgiens sont morts des suites de la politique des Khmers rouges. Et ce qui représente, là, un quart de la population. Plusieurs historiens pensent que les exécutions seules pourraient représenter 60% du total des morts. En tout cas, dans le pays, il y aurait à ce moment-là près de 23 000 fosses communes contenant à elles seules 1,3 million de victimes présumées d'exécution. Alors bien sûr, il sera impossible un jour d'avoir le vrai chiffre, le chiffre réel. Il y en a certains qui pensent qu'il y a eu 1 million de morts, alors que d'autres parlent plutôt de 3 millions. Dans tous les cas, c'est un chiffre vertigineux. Néanmoins, à ce moment-là, Pol Pot ne se doute pas une seconde que son règne de la terreur s'apprête à prendre une fin beaucoup plus prématurée que prévu. Le début de la fin pour lui va commencer par une guerre qui dure depuis très longtemps, le conflit entre le Vietnam et le Cambodge. Bon, vous voyez, c'est 2 pays qui sont voisins. Ça ne s'arrange pas avec Pol Pot au pouvoir, puisque lui, en plus de massacrer sa population, eh bien, il massacre également des Vietnamiens, sans véritable raison d'ailleurs. Donc, les Vietnamiens, à un moment, ils en peuvent plus. Ils disent, comme personne n'arrive à l'arrêter dans son propre pays, nous, on va s'en mêler. Et du coup, ils vont commencer à envahir le Cambodge. Alors, si au début, Pol Pot et les Khmers rouges, ils restent dans la capitale pour essayer de diriger la défense, en fait, de son pays, rapidement, il se rend compte que c'est trop la merde et il doit changer de plan pour quitter la capitale. Et là, il se réfugie alors à Pursat avant d'aller à Battambang. Bon, là, les 2 seuls restants en fait dans la capitale, ce sont 2 de ses généraux, tous les détenus de la prison de S21. Eh bien, ils font en sorte qu'ils soient tous exécutés avant l'arrivée des Vietnamiens. Mais bon, Pol Pot n'est néanmoins pas seul et il peut compter là sur son ancien allié, la Chine, via désormais son nouveau chef suprême, Deng Xiaoping. Parce qu'entre-temps, du coup, Mao Tse-tung, lui, il était décédé. Bon, là, la Chine, qui veut toujours qu'en fait le Cambodge reste communiste, eh bien, elle fournit des armes aux Khmers rouges et elle met également une station de radio en place, du nom de Voix de Kampuchea démocratique. Et ça permettra aux Khmers rouges donc de communiquer et de répandre leurs idées plus facilement. Bon, je vous la fais courte, mais Pol Pot finit par établir un nouveau quartier général, à peu près dans la jungle, honnêtement. Et là, il commence à s'occidentaliser, surtout via ses vêtements. Bon, il commence à porter des vêtements un peu plus d'occidentaux, il est plus habillé en noir avec une écharpe, quoi. Et là, il y a d'ailleurs une autre évolution beaucoup plus importante, eh bien, c'est d'enfin arrêter toutes ces exécutions et cette purge. Bon, à partir de là, Pol Pot, il a changé son fusil d'épaule. Il sent que là, il peut plus faire n'importe quelle connerie, comme à l'époque. Et donc là, il essaye de redevenir sympa avec la population, histoire d'être bien vu d'eux pour pouvoir ensuite reprendre le pouvoir. Et donc, dans un premier temps, il va purement et simplement dissoudre le parti communiste de Kampuchea et Pol Pot commence à se séparer aussi de ses racines communistes. Déjà, les Khmers rouges mettent fin à l'alimentation collective et ils autorisent la propriété individuelle, ce qui va permettre entre autres aux enfants aussi de vivre avec leurs parents. Et là, le temps passe. À présent, presque 7 ans se sont écoulés. Pol Pot est toujours au fin fond de sa jungle et tout le monde a fini peu à peu par oublier son passé sanguinaire. D'ailleurs, entre-temps, il est diagnostiqué par un toubib avec la maladie de Hodgkin. En gros, c'est une sorte de cancer. Et alors qu'il a 60 ans, eh bien Pol Pot démissionne de son poste de commandant en chef des forces Khmers rouges et à la place, c'est quelqu'un d'autre qui va le remplacer qui s'appelle Son Sen. Après, il conserve toujours une énorme influence sur tout ça et il est toujours quand même très communiste dans sa tête. Je suis vieux et handicapé. Je sais que les gens au Cambodge me craignent. Alors, quand nous aurons chassé les méprisables Vietnamiens et gagné la paix, je me retirerai si mes camarades le désirent. Mais si je reviens maintenant et que mes camarades n'arrivent pas à chasser les Vietnamiens, comment pourrais-je rester tranquille? Je dois partager mon expérience et mes connaissances. Si les Vietnamiens partent et que nous pouvons défendre notre pays, je prendrai ma retraite. Et quand je mourrai en paix. Bon, dans la foulée, il va faire un détour à Pékin pour son traitement là contre le cancer et il continue de refuser toutes les négociations avec le nouveau gouvernement de son pays. Néanmoins, il ne se doute pas qu'un événement de l'autre côté de la planète va accélérer beaucoup de choses. Parce que là, il faut faire une mini parenthèse européenne. On est à ce moment-là en 89
Et comme vous le savez très bien à ce moment-là, il se passe quelque chose de très important en Allemagne. Parce que cette année-là, le mur de Berlin tombe et avec lui, un peu plus de 40 ans de guerre froide se termine. Même si dans la réalité, évidemment, tout prend un peu plus de temps. Et si je précise ça, c'est bien évidemment que la fin de la guerre froide vient profondément affecter le Cambodge. Car le communisme, c'est plus trop à la mode à ce moment-là. Dans sa petite jungle-là, il n'est pas là à rien faire depuis toutes ces années. Non, il continue en fait à lutter contre le gouvernement en place pour essayer de reprendre le pouvoir, même s'il n'y arrive pas. Tous les régimes communistes se pètent la gueule un par un. Le truc tombe comme un château de cartes et évidemment, Pol Pot, lui, il croyait dur comme fer au communisme. Et à ce moment-là, du coup, il doit faire beaucoup de concessions. Seulement à partir de là, il accepte un cessez-le-feu. Mais bon, rapidement, il va revenir sur sa décision et il va revenir à la charge. Bon, pour la faire courte, le temps continue à passer. Pol Pot a 68 ans, il ne lâche rien. C'est vraiment un problème. Il n'arrive pas en fait à se dire que du coup c'est terminé pour lui. Là, entre-temps, il y a des élections qui se passent du coup au Cambodge et le nouveau gouvernement, par contre, lui, il prend bien le taureau par les cornes puisqu'il dit on en a ras le cul des Khmers rouges et on va en finir avec eux une bonne fois pour toutes. Là, pour Pol Pot, ça sent très mauvais, donc il est obligé de quitter cette fois-ci son pays et il se retrouve alors en Thaïlande. Bon, évidemment, cet exode pour lui, c'est vraiment le début de la fin. Bon, au bout d'un moment, Pol Pot, il a plus de 70 balais et il n'arrive plus tout simplement à contrôler son propre camp. Et suite à une mutinerie, plus de la moitié de ses hommes tout simplement se barrent et quittent alors les Khmers rouges. En parallèle, sa santé se dégrade et le peu de gens qui restent avec lui le voient de moins en moins et il passe alors de plus en plus de temps avec sa famille, comme s'il sentait la fin venir. Il finit par avoir une attaque cérébrale, ça se passe pas très bien pour lui et du coup, après ça, il en survit mais il est obligé de se balader avec des bouteilles d'oxygène. Dans la foulée, comme si ça suffisait pas, Pol Pot tombe encore un peu plus dans la paranoïa et il finit par ordonner l'assassinat du nouveau boss en fait des Khmers rouges, ainsi que 13 des proches au nouveau dirigeant. Après cet assassinat, cette petite boucherie même en fait, je vous cache pas que chez les Khmers rouges, tout le monde avait un peu peur d'être le prochain. Et c'est pour ça que l'un des hauts dignitaires, l'un des cadres en fait des Khmers rouges, décide de prendre les devants et de faire cette fois-ci arrêter Pol Pot une bonne fois pour toutes. On l'enferme alors du coup dans une résidence en attendant son procès en bonne et due forme. Et c'est à ce moment-là que Pol Pot, surprise de taille, va accorder une interview au journaliste américain Ned Thayer, ce qui est quand même une première en près de 20 ans. Là, lors de l'interview, peut-être on s'imagine qu'il va peut-être confesser ses crimes, s'excuser, exprimer du regret. Il dit qu'il n'a jamais massacré de jeunes enfants, même de bébés. Et bon, en tout cas, c'est peu de temps après cette interview que Pol Pot est officiellement jugé. C'est un jugement un peu expéditif et il va être condamné finalement à la prison à vie. Et quelques mois plus tard, Pol Pot mourra officiellement d'une crise cardiaque dans son sommeil à presque 73 ans. Bon, en tout cas, ce qui peut paraître un peu bizarre, mais son corps va être filmé sous toutes les coutures et les images seront diffusées dans le monde entier. Histoire que tout le monde soit sûr à 100% que c'était bien le corps du dictateur. Quelques temps après, son corps est incinéré et également, le nouveau dirigeant des Khmers rouges sera arrêté également, ce qui signera alors la fin définitive et la dissolution du mouvement des Khmers rouges. Bon, il faudra quand même attendre près de 40 ans après la fin du génocide, celui qui a exterminé un quart quand même des Cambodgiens, et même 20 ans après la fin de Pol Pot, pour que justement le génocide des Khmers rouges soit reconnu pour la première fois par l'ONU. Soit les dirigeants à ce moment-là, ils étaient déjà morts, soit ils étaient déjà emprisonnés. Alors on terminera justement sur le dernier secret, sur Pol Pot, parce qu'au cours de sa carrière politique, il était tellement obsédé par le secret qu'il a utilisé beaucoup de pseudonymes. Phuc, Hai, Paul, 87, grand-oncle, frère aîné, premier frère, et même plus tard 99 et Fem. Alors il n'a jamais expliqué pourquoi il utilisait tous ces pseudos, qu'est-ce qu'il voulait dire et pourquoi d'ailleurs il a gardé Pol Pot, parce qu'en fait il a dissimulé, il a falsifié tellement de détails de sa vie qu'on a quand même encore aujourd'hui du mal à séparer le vrai du faux. En tout cas Pol Pot était quand même quelqu'un d'introspectif, de très effacé, extrêmement dans le contrôle pour autant, et ce qu'il aimait plus que tout c'était d'être un visage sans nom dans la foule. Eh bien, en tout cas, j'espère que connaître un peu plus la vie de Pol Pot vous aura intéressé. C'était un personnage quand même très particulier, très compliqué aussi à traiter, mais quand même assez passionnant parce que du coup, ça a quand même marqué profondément au fer rouge les Cambodgiens. D'ailleurs, statistiquement, il y a des fortes chances pour que les grands-parents de certains d'entre vous aient fui le Cambodge pour échapper au massacre. Du coup, si c'est le cas et si vous avez envie de partager votre histoire familiale, n'hésitez pas. Et aussi, bien sûr, n'oubliez pas d'aller jeter un œil à notre partenaire CyberGhost VPN, notamment en cliquant sur le lien en description pour avoir les 4 mois offerts et 83% de réduction. Je vous rappelle que vous avez aussi une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.
Et d'ailleurs, pour terminer sur une note un peu plus onirique ou peut-être même cauchemardesque, sachez qu'il n'y a pas forcément besoin en fait d'être éveillé pour pouvoir souffrir et d'avoir le sentiment d'être dans une sorte d'enfer. Parce qu'il y a des gens qui en rêve ont pu déjà témoigner avoir ressenti des souffrances inimaginables, comme s'ils étaient torturés en vrai, alors que tout se passait dans leur tête. Et parfois même en essayant de se réveiller, parce que du coup ils souffraient trop, ils ne parvenaient pas à ça, comme s'ils étaient coincés à l'intérieur du cauchemar. Et ce n'est que heureusement au bout d'un certain temps qu'ils finissent par émerger et par se réveiller. C'est également en fait quelque chose que je traite dans Noisuli, donc qui est le roman fantastique que j'ai écrit sur les rêves et qui sortira en automne. Sur ce, en tout cas, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.